Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invitée du jour capture l'instant et pose sur papier glacé. Photographe internationale résidant à Monaco, elle signe des images élégantes, sensibles et audacieuses où l'intimité, l'émotion et le majestueux se côtoient. Bonjour, Vanessa von Sitzewitz. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment une jeune femme, une jeune fille ou une petite fille, parce que je ne sais pas à quel moment de votre vie vous décidez que vous allez être photographe, mais comment une jeune fille de Hambourg décide un jour qu'elle va parcourir le monde avec un appareil photo ? En fait, je suis née en Allemagne, mais élevée entre Paris et Monaco. J'ai fait mes études à Parsons. Je voulais travailler dans la publicité. Et, voilà. Il y avait déjà quelque chose. Il y avait quelque chose au niveau de l'art, du dessin, de toutes ces choses-là. Ouais. Et j'ai eu un prof extraordinaire à l'université qui m'a... c'était un cours que j'étais obligée de prendre pour avoir les crédits, pour avoir la graduation de Parsons. Et j'ai fait mes premières photos. Je n'étais pas du tout enthousiaste d'avoir ce cours. Et il est venu me voir, il m'a dit tu as vraiment quelque chose, tu devrais peut-être arrêter le graphic design et te lancer dans la photo. Et c'est vraiment grâce à lui. C'est pour ça que j'ai toujours aux jeunes qui ne savent pas exactement quoi faire, que c'est intéressant quand même d'accepter tous les cours et toutes les possibilités qu'on a pour s'éduquer, parce qu'on peut vraiment se trouver sa voie par hasard, comme moi je l'ai fait. Ouais. C'était une découverte. Alors, vous le dites, vous au départ, vous n'étiez pas très très emballé par l'idée. Mais quand est-ce que vous avez senti que ça marchait ? C'était les premiers portraits que j'ai faits dans un marché en Sicile qui s'appelle la Vucceria. Et j'ai photographié des vieilles personnes en noir et blanc, dans la pénombre, en fin de journée. Et j'ai réalisé que j'avais un bon contact avec les personnes aussi. Je pense que ça, c'est très, très important dans ce métier, bien entendu. C'est de tout de suite se sentir à l'aise, de ne pas avoir peur de voler un instant et d'essayer de capturer leur âme et leur charisme en photo. Oui, parce que ce qui est important, c'est que quand vous parlez de ces personnes dans le marché, c'est qu'on a toujours l'impression que le travail que vous faites, c'est un travail organisé, c'est-à-dire la pose, elle est organisée. Mais là, pas du tout. Donc, non, il y a les deux. Il y a vraiment la photographie, les campagnes de publicité où on doit s'adapter vraiment à quelque chose de précis. Et puis, il y a les photos, par exemple... Ma photo, je pense, dont je suis le plus fière, je l'ai réalisée à 21 ans et j'étais dans l'avion avec Gianni Agnelli. Ah oui. Entre Turin et Florence. J'étais très timide à l'époque et j'ai demandé à l'avvocato si je pouvais faire quelques clichés et il m'a dit oui et j'ai fait 3 clichés. Je pense que j'étais vraiment... je ne savais pas exactement ce que je faisais et est sorti une de mes plus belles photos, je pense. C'est une des seules que j'ai chez moi. C'est vrai ? Donc, vous conservez pas votre travail chez vous ? Pas beaucoup, non. J'ai quelques photos parce que ça me rappelle des moments importants de ma vie. Mais après, je trouve que c'est en tant qu'artiste, il faut pas être trop mégalomane et s'entourer avec son travail. Mais quand on fait, parce que effectivement, vous ne faites pas que ça, mais vous faites beaucoup de portraits. Quand on fait des portraits, vous l'avez dit, je pense, il y a un lien qui se fait avec la personne. C'est pas seulement votre travail, c'est aussi le souvenir d'un moment. Complètement, et c'est pour ça les personnes que je dois photographier, je demande toujours de les rencontrer un jour avant la séance de photo. Ouais. Pour savoir ou avoir l'impression le jour de la photo qu'on se connaît. Parce que c'est très compliqué la relation entre moi, la personne et l'appareil photo entre nous deux. Ouais. Et cet œil noir, ça met un truc au milieu. Oui, il y a un jeu de séduction. Je vole peut-être de temps en temps quelque chose que les personnes ne veulent pas montrer. Ça dépend. Pour Agnelli, c'est sûr, parce que c'était un homme tellement secret, tellement... particulier, le fait qu'il ait accepté que vous fassiez des portraits de lui presque sans préparation dans son avion, ça veut dire qu'il a accepté l'idée que vous preniez quelque chose de lui quand même.
Oui, et puis il y a tout sur cette photo. Il y a aussi la montre qui porte au-dessus de sa chemise, qui était un de ses signes. Et la force, parce qu'il a les deux bras et les poignets serrés. Il y a beaucoup de choses. Et alors je me dis, est-ce que c'est par hasard ou est-ce que j'ai capturé un bon moment? Je sais pas. J'aime pas trop me mettre en avant en disant voilà, c'est tout ça, ça a été, je l'ai vu. Je sais pas. Je pense qu'il y a aussi de la magie. Bah, il a quand même déjà accepté que vous alliez dans son avion, ce qui n'était pas bien sûr. facile. Ouais. Donc ça veut dire que ce lien dont vous parlez, quelque part, d'une certaine façon, il était fait. Oui, probablement, oui. Bah ouais. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir comme ça, la veille d'un portrait, ou un moment compliqué avec la personne? Non, alors compliqué jamais. Mais des situations compliquées, oui. J'en ai eu énormément. Et malheureusement, à l'époque, on n'avait pas les iPhones pour filmer tout ce qui se passait. Ouais. Mais j'ai photographié Lisa Marie Presley, qui à l'époque était mariée avec Michael Jackson, aux États-Unis pour mon livre Quartier. Et elle est arrivée en Concorde avec ses enfants de Londres pour la séance de photos. Et mon idée, c'était de la photographier avec un éléphant, puisque Cartier étant le joaillier des animaux, j'ai fait toutes les photos des stars que j'ai photographiées pour ce livre avec des animaux. Et la veille, les coups de téléphone, l'organisation, la météo qui était pas favorable, elle que je ne connaissais pas. Je l'ai vraiment rencontrée le jour de la photo. Elle a été géniale. C'était une fille d'une gentillesse, une simplicité extraordinaire. Et on est parti avec 2 vans. Un complètement noir pour pas que les gens voient qu'il y a dedans Lisa Marie Presley, parce qu'à l'époque aux États-Unis c'était la fille du deuxième dieu quand même de l'Amérique, mariée avec Michael Jackson. Michael Jackson, donc pas un dieu, mais difficile quand même de passer à côté. Voilà. Et donc pour répondre à votre question, oui, la veille de cette fameuse séance, j'étais assez nerveuse, ce qui m'arrive rarement. J'ai peut-être eu un pressentiment parce que les flashs que j'avais ont pas marché. J'avais heureusement un petit flash un Norman, on appelait ça un petit flash que j'avais toujours avec moi au cas où, qui finalement m'a aidé à faire réaliser toute cette photo. La météo, le ciel tournait au noir, il commençait à pleuvoir, l'éléphant a marché sur la robe magnifique de soirée qu'on avait exprès fait pour Lisa Marie. Toute la séance a été... mais on a eu la photo de couverture du livre, j'ai réussi à la faire. Et là, je pense que oui, ce soir-là, je suis rentrée et je me suis demandé pourquoi je me mettais dans des situations aussi compliquées. Et c'était la seule fois où je dis, waouh, est-ce que vraiment je veux continuer les 20, 30 prochaines années à me retrouver dans des situations aussi impressionnantes et finalement j'aurais pu tout faire capoter ou tout aurait pu capoter à cause de la météo, à cause de l'éléphant, mais tout a bien marché. Il y a eu cette magie qui a fait que... Oui, et puis c'est ça l'idée unique. Quand on a une vision, quand on a une envie de quelque chose, on n'est pas obligé de le faire, c'est juste qu'on pense qu'il faut le faire, non ? Oui, bien sûr. Parce que vous dites, je ne vais pas me retrouver dans une situation aussi compliquée. J'imagine que le livre sur les chevaux pour les Midi du Qatar, dont on parlait juste avant de commencer, ça n'a pas dû être simple non plus, parce que les chevaux, et notamment les pur-sang, ce ne sont pas des animaux faciles. On leur dit pas, tu restes là, tu bouges pas, tu attends 2 minutes, je règle. Enfin, ça n'a pas dû être simple quand même. Non, mais c'était un travail pour moi simple, puisque je suis cavalière, je suis passionnée de chevaux. Et ce que j'ai appris avec ce livre, c'est la patience. C'est justement que c'est pas moi qui mets en scène les chevaux. À part 1 ou 2, peut-être qu'on a vraiment travaillé pour. Il fallait avoir cette patience et attendre que le cheval vous donne ce que vous avez envie de captiver, enfin de capturer. Ouais. Et donc, ce livre, oui, a été presque 2 ans de travail aller-retour entre l'Europe et le Qatar. 23 000 photos pour éditer un livre de 300 photos. 23 000 photos ? Oui. Pour éditer le livre a été très, très fatigant. Parce que j'ai dû les repasser pour choisir vraiment celles que je trouvais les plus intéressantes et les plus fortes. Mais ça a été magique, ce projet. C'est difficile, ça, quand même, non, Vanessa, quand on a autant de photos, de faire une sélection. Moi, je vois parfois, quand dans le staff, on me dit quelle photo tu préfères, c'est déjà difficile.
Parce que toutes les photos, il y a toutes les belles photos, il y a quelque chose. Donc, faire un choix, c'est quand même ça doit pas être simple. Non, alors je vais vous dire, là, c'est qu'après ce mois d'édition, où j'ai passé vraiment un mois devant les écrans, j'ai dû finalement aller voir quelqu'un pour mes yeux. Et j'ai eu ma première paire de lunettes. C'est vrai? Oui, enfin pour visionner, parce que ça a été très, très confort, fatigant. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Ça a été super fatigant. Ça a dû être... Est-ce que il y a eu un moment dans toute cette préparation, parce qu'après on va parler des autres livres, et notamment il y en a un qui a été très très difficile à faire, aussi très long, mais est-ce qu'il y a eu dans ces parcours des moments où vous vous êtes dit, bon, je vais pas faire ça finalement? Ah non, jamais. Jamais, parce que moi, mon signe, c'est taureau. Je suis quelqu'un qui... En français, on dit bête à cornes. Voilà, et puis en anglais, on dit « you get what you see », c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui, quand je décide de faire quelque chose, je le fais à 100%. Même si je dois travailler, je sais pas, 3 mois sans interruption, c'est quelque chose qui me fait pas peur. Je suis très disciplinée, c'est peut-être mon côté allemand qui veut ça, malgré mon éducation française, monégasque. J'étais en train de vous écouter et je me dis, mais en fait, dans quelle langue vous vivez? Parce que vous êtes allemande de naissance. Est-ce que vous avez parlé allemand petite? Ah oui, je parle allemand, français, anglais, italien. Et dans quelle langue vous vous sentez le plus... En français. C'est vrai? Oui, complètement. Oui. C'est le fait d'avoir grandi ici, à Monaco? Oui, absolument. Vous avez été à l'école en français? J'étais à l'école, j'ai passé mon bac. Et puis après, j'étais à l'université américaine. Mais le français est vraiment ma langue préférée. Je suis très... de la génération, les bronzés font du ski, le Père Noël est une ordure. C'est-à-dire je pense qu'il y a une vraie culture, quoi. Ah, complètement. Il n'y a pas un jour où je fais pas référence à ces 2 films ou avec mes assistants, je dis tu m'aides pas, non pas là, non. C'est vraiment le français qui est la langue. Toutes les rêves, quoi. Ah, j'adore. C'est vrai? Oui. Mais est-ce qu'on dit, on dit souvent qu'on n'est pas la même personne dans toutes les langues. Est-ce que c'est vrai pour vous ou pas? Peut-être, je suis plus stricte quand je parle allemand, apparemment, c'est ce qu'on me dit, mais... Vous travaillez en allemand parfois? Oui, bien sûr, quand j'ai des shootings en Allemagne, tout à fait. Bon, vous avez exposé en Allemagne aussi. Oui. Est-ce que les Allemands savent que vous êtes allemande d'origine? Mon nom, oui, c'est un nom qui date c'est un nom allemand. Du XIIe siècle, ouais. Et qui est connu en Allemagne. Donc oui, il y a ce côté très respectueux en Allemagne par rapport à mon nom et à mes origines prussiennes. Ouais. C'est une famille qui a traversé les siècles, du coup. Absolument, ouais. Et on a tout perdu, comme beaucoup de familles nobles pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque les territoires de notre famille ont été annexés. Et se trouvent maintenant en partie en Pologne et en partie en Russie. Donc, oui, c'est... c'était une Prusse orientale, hein? Oui, absolument. Ouais. Et tous cavaliers. Et tous cavaliers. C'est ça, parce que là, quand vous me racontiez ça, je me dis, voilà pourquoi c'est une cavalière. Parce que c'est une tradition, c'est presque dans votre ADN, quoi. Je pense, oui. J'ai commencé l'équitation très tard, mais avec tellement de passion et d'envie et d'amour et de patience. Et je me suis quand même mise en danger dans plusieurs situations. Aujourd'hui, je me dis, j'ai eu beaucoup de chance. Mais je pense, oui, ça doit être quelque chose qui fait partie de mes origines. Et là aussi, vous le sentez quand vous montez la première fois, vous sentez que c'est quelque chose qui vous va? Ah, ça a été immédiat. J'étais tellement passionnée. Je suis commencée à 28 ans à monter à cheval. Ouais. Et au bout de... Oui, c'est vrai que c'est pas jeune. Non. Normalement, on commence à monter petit. Poney, avec les poneys, etc. Et c'est pour ça que je pense que je fais des compétitions amateurs, mais je pense que c'est pour cette raison-là que j'ai jamais pu aller plus loin, parce que c'est un sport qu'on doit vraiment commencer petit. Comme tous les sports d'ailleurs, comme le ski, tous ces sports-là, si on les commence pas petit, c'est vraiment compliqué. Mais je me suis, avec beaucoup de volonté, accrochée et voilà. Et je continue. Vous étiez certainement, alors j'allais dire douée, je sais pas si c'est le mot, mais... Tête brûlée. Tête brûlée. Tête brûlée. Ah oui. Au bout d'un mois, je me prenais pour une grande cavalière et je galopais sans casque, dans la pénombre, dans la forêt. Oui, je suis un peu... Il y a une sensation de liberté aussi, tout à fait. certainement. Oui, absolument, vous avez raison. Oui.
Enfin, moi, j'essaye d'imaginer, je me dis, ça doit être un moment incroyable. Si en plus, vous vous entendez bien avec le cheval, parce que ça... Ça, c'est le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours sur qui on va tomber. Voilà. Après, quand on a son propre cheval, c'est beaucoup plus facile et moins dangereux. Mais comme tous les cavaliers le savent, on n'est jamais à l'abri d'une réaction, de quelque chose qu'on n'attendait pas et qui peut finalement vous mettre en danger. Oui, parce que... Quand on est, ça c'est vrai, les gens qui montent pas peut-être ont pas cette sensation, mais c'est pas une moto, hein. Non, c'est pas une moto. Quand on est sur un cheval, ils commandent autant que vous en fait. Oui, on les dirige, mais bon, s'il y a quelque chose qui leur fait peur, ils font un demi-tour, ils se mettent debout. Il y a des réactions, même avec des chevaux que j'ai depuis très 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 longtemps qui me surprennent. Oui. Mais c'est peut-être ça aussi que j'aime, je sais pas. Oui, vous disiez, quand je fais des portraits, je demande toujours à rencontrer les gens un jour avant. Du coup, j'ai l'impression que vous aimez pas être surprise quand même. J'aime bien que les choses soient organisées, un peu cartésiennes, parce que je peux probablement plus exploiter ma créativité, parce que je sais à quoi m'attendre, et donc je peux préparer... Ouais, ça vous permet de voilà, réfléchir. en avance. Ouais. C'est sûr. Hein. Ça, c'est... Bon, on parlait du livre avec les animaux, enfin... Mais il faut que je vous quand même, pardon, je vous coupe, mais je ne sais pas si ça a été fait très souvent, mais je pense la seule qui a quand même amené son cheval place du Palais. Ah ben oui, c'est vrai. Pour la fameuse affiche du Jumping de Monaco. Et donc, j'avais demandé, parce que enfin, aujourd'hui, cette photo, elle remonte à seulement 6 ou 7 ans. Mais entre-temps, les choses ont tellement changé avec le numérique qu'aujourd'hui, certainement, beaucoup de personnes doivent penser que c'est un montage et en fait, pas du tout. Oui, c'est ça. C'est parce que tout à l'heure, vous parlez, et c'est pour ça que j'étais en train de parler du livre avec les animaux, parce que cette année, Cartier sort une campagne avec une petite panthère. Et en fait, la petite panthère, c'est de l'AI. Voilà, et ça, je trouve ça très, très dommage parce que le photographe n'est pas là seulement pour faire la photo, mais il est là pour réfléchir, pour inventer, pour créer quelque chose d'exceptionnel. Et on a fait arriver mon cheval place du Palais à 7 heures du matin. Ah ouais. Donc la place avait été préparée par les carabiniers pour que tout soit impeccable. On l'a descendu du camion. Il était évidemment un peu surpris de se retrouver... ah ouais. Même sous ses sabots, c'était une impression qui... Oui, parce que c'est de la pierre. Donc c'est de la pierre. Voilà, et c'est dangereux, ils peuvent glisser. Ouais. Et j'ai fait la photo donc de ce cheval qui s'appelle Concara. C'est un cheval gris. Devant la place du Palais et ça a été très drôle parce que la place, bon, évidemment, était vide à 7 heures du matin, mais il y a quelqu'un qui est passé en moto et qui a regardé et qui a foncé droit pratiquement dans le mur parce qu'il s'attendait pas en arrivant place du Palais de voir un cheval, voilà, devant l'entrée du Palais. Et alors, quand vous prenez la photo, vous le tenez par les rênes ou pas? Ou il est libre? Non, le cheval, en fait, c'est pas moi qui le tenais, c'est il y avait un entraîneur qui était là pour le mettre en place, puisque moi j'ai quand même une distance à respecter par rapport pour faire la photo. Et au début, on l'avait avec un licol, et ensuite on a enlevé le licol, parce qu'il était tellement sage, c'était incroyable d'ailleurs. Donc on a réussi à le faire, oui. Bah, c'est peut-être parce que vous étiez là, votre voix. Enfin, c'est votre cheval, donc il était habitué à vous quand même. Oui, mais il y avait tellement de choses autour. Ouais, et puis, comme je vous dis, les chevaux, il aurait pu partir au triple galop. C'est vrai, hein? Ah oui. Et c'est ça qui est dommage aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en tant que photographe, on n'est plus vraiment admiré ou apprécié ou choisi pour son côté de faire quelque chose d'assez inattendu ou de dangereux ou de compliqué à organiser. L'année d'après, j'ai amené un autre cheval à moi devant le casino. Ouais. Et là, par contre, c'était un entier. Et donc, les entiers, c'est dur. Oui, beaucoup plus compliqué. Lui, il a commencé un peu à poser des problèmes. On a eu un peu peur que ça allait mal se passer. Bon, j'ai finalement réussi à faire la photo que je voulais, mais c'est des moments extraordinaires, parce qu'on se rappelle de la photo. Aujourd'hui, tout est fait, voilà, par l'intelligence artificielle, par des créateurs graphiques. Alors, tant mieux pour eux si aujourd'hui, il y a plus de travail pour ces personnes-là, mais en tant que photographe, on se sent quand même un peu, comment on peut dire,
mis à l'écart, quoi, moins respecté. Moins respecté, ouais. Oui. Ouais. Bon, en tout cas, ça c'est vrai que c'est un débat, je dirais, éternel, hein, parce que certains progrès, forcément, marchent sur le territoire d'autres. Et donc, c'est sûr que ça rend les choses un peu plus compliquées, mais il y a quand même des livres que vous avez faits ou des photos que vous avez faites. Et là, je pensais à ce livre que vous avez fait, Slaughterhouse Angels. Ça, c'est quelque chose que l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer. Hein. Non, tout à fait. C'est un livre qui me tient très à cœur puisque c'était avant d'être maman. Donc, je pouvais partir 1 mois, 2 mois à l'autre bout du monde et faire seulement mon travail sans avoir des responsabilités de famille, d'épouse et de maman. Oui, ce livre, tout à fait. Ça, c'était traduit en français, ça s'appelle « Les anges de l'abattoir ». C'est un titre très dur que j'ai voulu, puisque l'orphelinat où j'ai fait toutes ces photos pendant 6 ans, j'ai passé 2 mois par an au sein de l'orphelinat, en vivant avec les enfants malades, la plupart HIV positifs ou déjà malades. Ça a été C'était à Bangkok, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'était à Bangkok. À Bangkok, oui, à Klong Toi, dans l'endroit le plus dangereux de Bangkok et près des anciens abattoirs, d'où le titre Les anges de l'abattoir. Et là, j'ai vécu avec les enfants et j'ai capturé ce qu'ils voulaient me donner, et pas toujours des choses très faciles à voir, que j'ai quand même réussi à peut-être adoucir un peu. Et on a édité ce livre. Ça a été pour moi ces semaines passées avec ces enfants, parce que j'avais évidemment, au bout de quelques voyages, mon groupe d'enfants qui venaient taper contre ma porte à 6h du matin pour me réveiller et avec qui j'avais eu une relation plus importante qu'avec d'autres, puisque ça, c'est quelque chose de normal. On a toujours des personnes avec qui le contact se fait plus facilement. Et ça a été une des filles qui était dont j'étais très, très proche. Je suis allée la voir très peu avant qu'elle meure à l'hôpital, à 15 ans du sida. Et ça, c'est des moments qu'on n'oublie pas et qui sont tellement forts. Oui, et ce genre de travail-là, évidemment, heureusement, on ne peut pas le remplacer aujourd'hui. Oui, puis je pense que ceux qui regardent les photos, les gens qui achètent ces livres, ils oublient peut-être un petit peu que c'est aussi... le photographe, il est dans la situation, parce que c'est ce que vous expliquez, vous avez vécu avec eux. C'est pas juste un instant comme ça, vous êtes passé 2 heures, vous avez fait 3 photos. Vous vivez avec eux. On parlait des chevaux tout à l'heure, de l'éléphant avec Lisa Marie Presley à New York. C'est des moments où le photographe, il est dedans. Ah, complètement. Puis on dirige tout. Je veux dire, si quelque chose va mal, c'est la faute du photographe, bien entendu. Donc, on a une très grande responsabilité, surtout pour des photos qui ont des budgets importants. Et c'est ça qui fait que... Après, aujourd'hui, si vous voulez, il y a des photos que j'ai réussi à faire et qui étaient faites d'une façon très spontanée. Notamment, je pense aux campagnes pour le joaillier Graff. Et à l'époque, on allait avec... j'ai photographié une très, très belle mannequin qui s'appelle Petra Nemkova. Et on est allé au Beach Club avec des bijoux pour des fortunes dans des sacs en plastique. Dans des sacs en plastique. Oui, c'était plus discret, plus discret que de se promener avec des grandes boîtes Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est absolument impensable à faire. Et Petra qui sort de la piscine ou de la mer avec des énormes diamants. Et les photos sont d'un naturel, d'un spontané extraordinaire. Aujourd'hui, pour des problèmes d'assurance, de sûreté, et aussi parce que aujourd'hui, à chaque fois que je fais des photos à l'extérieur, il y a quand même énormément de personnes qui manquent de respect, malheureusement, et qui photographient ce que moi, je suis en train de créer. Et là, pour Marie Terra, ça a été compliqué, un chemin de croix.
Oui. Et ouais. Et oui, parce que c'est ça aussi, on parlait tout à l'heure de l'évolution. J'allais vous poser la question, si vous étiez toujours en argentique ou vous étiez en numérique déjà. Non, numérique depuis le livre sur les chevaux. D'accord. En 2009. Je suis passée en numérique. Ça a été en argentique, pardon. Ça a été un pas important pour vous? J'avais pas le choix. C'était nécessaire par rapport à la vitesse que les clients ou les personnes voulaient voir les photos. Je crois que je suis une des dernières, des photographes qui a fait ce pas-là en dernier. Parce que le noir et blanc film est quelque chose qu'on ne peut pas faire en argentique. Oui, c'est un grain un peu particulier. Absolument, tout à fait. Ouais. Et donc, ça a été très dur de faire ce pas, mais bon, après, il faut quand même s'habituer et suivre un peu ce qui est l'évolution de la société. Et puis ça permet aussi d'éviter des mauvaises surprises, puisque quand j'ai fait le livre pour Cartier à New York, je suis rentrée avec 40 bobines de films et il faut les mettre dans des sacs en plomb pour passer les X-rays. Les X-rays. On ne sait pas si le film va peut-être être abîmé ou pas. On sait pas, et puis on ne sait pas finalement ce qu'on va obtenir. Oui, on a fait des polas, parce qu'on faisait les Polaroid avant pour avoir une idée de la photo. Mais après, ça peut vite changer. Le temps change rapidement. Donc, c'est quand même pratique aujourd'hui de voir ce qu'on fait. Alors, c'est important de voir ce qu'on fait, mais est-ce que ce que vous voyez sur l'écran de l'appareil, c'est vraiment ce que vous allez développer ensuite, développer? Oui. Ouais, mais c'est très fidèle. Oui, quand même, oui, absolument. Par contre, il y a plus cette notion. Moi, je me souviens, j'avais mon lab de photo à rue Bergolèse à Paris, où je passais la moitié de ma vie, et je déposais des films. J'appelais 20 fois durant la journée pour savoir si les planches contact étaient faites, et je courais, je prenais l'enveloppe, je me ruais dans ma voiture où j'avais ma loupe, j'arrachais l'enveloppe, je sortais les premières planches contact, et je restais dans la voiture pendant des heures avec la loupe à regarder déjà ce que j'avais fait une semaine avant à Milan, à New York ou au Japon. Oui, c'est un peu... ça me fait penser, quand vous parlez de ça, ça me fait penser à quand on découvrait le sexe du bébé à l'accouchement et quand on le sait avant, quoi. Moi, j'ai pas voulu savoir, moi. Moi, j'ai pas voulu savoir non plus. Voilà. C'est cette espèce de surprise qu'on remplace par rien. Et aujourd'hui, ça a disparu totalement. Ouais. Bah ouais. Bon, ça a évolué différemment, mais c'est vrai que cette surprise-là n'existe plus. Ce moment très spécial qu'on a que seul, en fait. Puisque quand on est là avec sa loupe et on regarde le travail qu'on a fait quelques semaines ou quelques jours avant, cette fierté, finalement, quand on voit que la photo a été ce qu'on voulait, c'est des moments fantastiques, en fait, oui. Est-ce que, on parlait tout à l'heure de ceux qui photographient ce que vous êtes en train de créer. Est-ce que pour vous, photographes, le fait que nous puissions tous être photographes... Je vous déteste. Voilà. Je vous déteste parce que, d'abord, tout le monde aujourd'hui est photographe. Quand on regarde sur Instagram, chaque troisième personne est devenue photographe, alors que moi, j'ai appris à développer des films, à travailler en chambre noire, à calibrer mon appareil photo. Aujourd'hui, tout est automatique, tout est automatique, tout est facile. Mais c'est surtout, je trouve aujourd'hui, le manque de respect qu'on a d'un ou d'une photographe. C'est-à-dire, quand j'ai fait les photos de Mare Terra, de mon dernier livre, évidemment, il y avait énormément de personnes autour de moi. Ouais. Et à l'époque... Parce que c'était en public, vous n'avez pas fermé Mare Terra pour Non, faire malheureusement photos, pas. Ouais. Voilà. Et c'était en public. Et à l'époque, quand je demandais gentiment, excusez-moi, est-ce que vous permettez, je dois faire cette photo, vous pouvez vous reculer un peu. C'était quelque chose, les gens avaient un respect de l'appareil photo et du photographe. Aujourd'hui, on demande ça, ils vous regardent et continuent à filmer ou à photographier ce que vous êtes en train de créer. Votre idée, malgré qu'on demande, s'il vous plaît, ne filmez pas, respectez mon travail, etc. Et ça fait partie un peu pas de l'évolution, mais de l'évolution dans la mauvaise direction de la société, où le mot respect est devenu quelque chose de très particulier et de malheureusement rarissime. C'est peut-être aussi parce que... il y a une confusion entre... vous avez rectifié, vous avez dit évolution, et puis vous m'avez dit évolution négative. Il y a une confusion entre évolution et progrès, en fait.
C'est pas forcément parce qu'on a plus que c'est mieux. Non, et puis ça nous enlève un peu pas notre talent, mais ça nous enlève le fait qu'on est seul à pouvoir gérer et être photographe. Aujourd'hui, être photographe n'est plus quelque chose de vraiment spécial. Ah bah, alors, ça reste quand même. D'abord, il y a les idées, hein, même si vous avez le meilleur iPhone du monde, si vous n'avez pas l'idée, ça marche pas. Puis moi, on m'a toujours dit que pour être un bon photographe, il fallait avoir un œil. Donc, il fallait avoir un sens du cadrage, quelque chose ça s'apprend quand même. Oui, ça s'apprend quand on photographiait exactement de la façon dont on voulait avoir la photo ou la personne. Aujourd'hui, avec toutes ces retouches numériques, ces recadrages, on peut changer la couleur d'un ciel. On n'attend plus, ou on se réveille plus à 4 heures du matin pour à 5 heures avoir vraiment cette lumière spéciale. Tout est faisable aujourd'hui. Et même si on se donne un mal fou pour faire une photo spéciale comme on l'a inventé ou comment on l'a réfléchi ou rêvé, aujourd'hui, les personnes pensent que ça a été fait en post-production. Et si aujourd'hui vous deviez en parler avec, je sais pas moi, Diane Arbus par exemple, qu'est-ce que vous pensez qu'elle vous dirait? Parce que Diane Arbus, il y avait vraiment ça dans son travail. Hein. Il y avait l'instant. Il y avait cette magie. Alors donc, certainement, les sujets qu'elle a photographiés, elle, sont plutôt des photos de reportage. Ouais. Donc là, effectivement, il y a... Notamment dans la nightlife à New York. Et donc... Donc, c'est des photos, oui, qu'on ne peut pas reproduire. Et puis, c'était en noir et blanc. Ouais. Donc, ça change aussi beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont tellement habitués aux photos en couleur que peut-être le noir et blanc sauve un peu notre côté artistique, puisque c'est encore quelque chose d'un peu différent. Alors, Man Ray, il ne pourrait pas être une star aujourd'hui? Si, parce que ces photos à lui sont quand même très particulières et très... il y a énormément de photos faites en studio que lui, il a... Avec des effets quand même. Avec des effets, avec des reflets, avec des idées extraordinaires. Donc, c'est peut-être... Lui, il est plus... pour moi, c'est plus un peintre qu'un photographe, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a fait des images uniques. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui on peut encore, alors il y a encore des grands photographes, notamment dans la mode, hein, il y a quand même des grandes pattes, des grands. Est-ce que vous pensez qu'on peut toujours reconnaître une photo, enfin reconnaître un auteur avec une photo? Il y a peu de temps, oui. Aujourd'hui, la mode est devenue aussi assez peut-être il y a certaines personnes qui vont trouver ça très négatif, ce que je vais dire, mais il y a 10-15 ans, la mode était encore très particulière, c'est-à-dire on reconnaissait la griffe d'un Valentino, on reconnaissait la griffe... On reconnaissait d'abord la griffe du couturier. Voilà, et on savait que le vêtement, c'était Karl, que j'ai eu la grande chance de connaître extrêmement bien. On voyait que c'était sa créativité. Aujourd'hui, la mode est aussi malheureusement un peu banalisée. Donc, tout devient plus unanime, plus moins spectaculaire, moins unique. Parce que moi, c'est vrai que j'ai grandi avec les photos de Mario Testino, par exemple. Voilà, j'allais dire Testino. On savait, c'était les photos colorées au Brésil avec Gisèle. Avec Gisèle, on savait que c'était lui. Mario Testino, bon, c'était... Moi, je pouvais passer devant un Elle ou devant un Vogue et je me disais, c'est lui, quoi. Voilà. Oui, on a les mêmes références, en fait. Ben oui. Donc, tout à fait. Testino, c'est un des derniers grands photographes de mode qui a réussi à laisser une empreinte visible. Ouais, c'est ça. Comme avant, Lindbergh, qui malheureusement nous a quittés. C'était aussi unique. Ouais. Richard Avedon, extraordinaire. Aussi, oui. Et puis, un autre photographe que j'ai eu aussi la chance de bien connaître et qui habitait ici à Monaco, en face de
où j'habitais, c'était Helmut Newton. Helmut Newton, ouais. Et lui, évidemment, on reconnaissait son travail. Il aimait beaucoup le noir et blanc, hein, Newton. Beaucoup le noir et blanc. Il y a eu une exposition il y a quelques années ici sur le travail de June, son épouse. Oui, c'est vrai. Et à quel point elle aussi a contribué à la diversité de son travail et qui l'a aidé énormément pour construire ses photos, ce que je ne savais pas à l'époque, parce qu'elle restait toujours en arrière-plan. Ouais. Mais Helmut, oui, c'était... on reconnaissait parmi 1000 photos, on savait quelle était la sienne. Effectivement. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un, vous parlez de l'épouse de Newton, mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage comme ça qui vous pas qui vous inspire, mais qui a un œil pour vous, en tout cas? Non, je respecte énormément les photographes que je viens de citer. Avedon, Lindbergh, Newton, c'est vraiment les 3 photographes, je pense, qui m'ont le plus marqué durant mes études. Et peut-être quand je suis à court d'idées, je ferme les yeux et je réfléchis et je me dis qu'est-ce qu'eux, ils feraient à ma place maintenant. Comment ils auraient fait, ouais. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que sans les connaître, parce que, moi, je vous ai parlé de Diane Arbus, qui pour moi est une... Voilà, je suis allée, il y a 2 ans, il y avait une grande rétrospective de Diane Arbus à Arles, pour les rencontres à la Fondation Luma. Et je me suis toujours dit, en regardant son travail, qu'elle était aussi une source d'inspiration pour moi dans l'œil qu'elle avait, les choses qui l'avaient frappée. Il y a les Twin Sisters, effectivement, mais pas que. Hein. On parlait tout à l'heure de la nightlife. C'était des gens, en tout cas elle, qui avaient un autre message aussi, hein, sur la différence. Oui, absolument. Il y avait vraiment, la photo était une parole, une citation pratiquement. C'est ça. Oui. Et c'est aussi... je me demande, et je vous pose la question du coup, est-ce que dans le fait qu'avec nos appareils faciles, etc., est-ce que vous pensez que c'est quand même un travail qui est possible, ça, de continuer à parcourir le monde avec un iPhone et se dire, enfin un iPhone ou un smartphone, et se dire, je vais quand même trouver un moyen d'exprimer un message avec mes photos? Certaines personnes, oui, je pense, puisque comme vous avez dit tout à l'heure, c'est l'œil du photographe qui compte et pas ce qu'on utilise comme moyen de photo. Après, la qualité, moi je travaille, j'étais en Canon pendant des années, j'étais d'ailleurs ambassadrice pour cette marque, donc j'ai eu la chance d'avoir énormément de matériel de leur part. Et je suis passée l'année dernière au Leica. Ah, voilà. Ça c'est incroyable. Voilà. Leica, ils ont révolutionné maintenant au numérique. Et donc, le SL3 est un appareil extraordinaire. Il est malheureusement très lourd. Ça, c'est la seule chose que je regrette un peu. Et j'ai des tout petits poignets. C'est vrai qu'à la fin de la journée, on sent quand même ce qu'on a porté toute la journée, le poids de cet appareil. Ça fait les bras. Hein. Voilà. Mais c'est un appareil extraordinaire. Et le Leica, aujourd'hui, est comme un appareil de photo, comme un téléphone, en fait. Ouais. C'est plus... Le système a complètement changé. Et donc, oui, pourquoi pas, puisque finalement, j'utilise un Leica comme d'autres utilisent un smartphone. Alors, vous partez en voyage, en vacances, vous parlez de votre famille, de vos enfants, enfin, de votre... Est-ce que vous partez avec un appareil autour du cou, comme on a l'image du photographe depuis toujours ou pas ? Oui, souvent quand je pars loin, je prends mon appareil parce que je me dis s'il y a quelque chose d'intéressant et que j'ai pas mon appareil avec moi, je me sentirais complètement dénudée. Du coup, vous partez en vacances. Alors, admettons, vous partiez en vacances en famille. Est-ce que vous avez fait des albums de famille ? Ah non. Alors voilà. Non. Ça, c'est avec le téléphone, puisque et puis les gens aujourd'hui n'ont plus la patience de poser. C'est-à-dire qu'ils sont tellement habitués à ce qu'en 2 secondes, on fait une photo de... Je parle de mon fils, justement, qui a 14 ans. Maintenant, on n'a plus du tout envie que je le fasse poser. Et les personnes, en général, trouvent ça normal. On fait vite un cliché, et puis c'est terminé. Donc, il y a aussi, de l'autre côté... Et puis, il y a le selfie, Vanessa. Le selfie. Ah oui, ça, non. Que je trouve la pire photo du monde, le selfie. Ah oui, c'est assez
assez grotesques. Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée de me photographier moi-même. Déjà, j'aime pas du tout être prise en photo, puisque mon job est d'être derrière l'appareil et pas devant. Mais les selfies, oui, je trouve ça un peu ridicule, quoi. Bon, on a parlé beaucoup de vos passions, on a parlé photo, bien sûr. On a parlé de ces enfants à Bangkok qui restent pour vous dans votre vie, à la fois professionnelle et personnelle, très important. On a parlé des animaux, on a parlé des chevaux, mais on n'a pas encore parlé des chiens. Ah. Il me semble quand même que alors, c'est incroyable parce que vos 2 meilleurs amis sont les 2 meilleurs amis de l'homme, quand même. Le cheval et le chien. Oui, les chiens, j'ai toujours adoré tous les animaux. J'ai aussi des tortues que j'ai rescapées. Je sauve pas mal d'animaux. Alors, vous auriez pu vous entendre avec Brigitte Bardot, en fait. Ah, mais à 100%. Ouais. J'ai sauvé notamment un cheval de Naples qui tirait un carrosse. Je ne sais pas si on dit en français. Oui, oui, un carrosse, ça peut être... Avec des touristes. Oui. Et ce cheval marchait sur les ongles tordus. Il était tellement misérable que je suis sortie de la voiture. Et mes amis m'ont dit, mais non, Vanessa, tu peux pas sauver ce cheval. On est le 14 août à Naples. Et j'ai dit, je peux pas sauver tous les chevaux, mais je peux pas retourner en vacances tranquillement en ayant l'image de cet animal-là, qui avait vraiment toute la misère du monde sur lui. Et donc, j'ai parlé avec le propriétaire, qui était un vieux napolitain sans dents, dont je parle couramment italien, mais là, vraiment, l'accent napolitain sans dents était compliqué à comprendre. Et je lui ai dit, je veux acheter votre cheval. Alors, il m'a regardé d'un air un peu ébahi. Il m'a dit, tout à l'heure, à telle et telle heure, et il m'a donné l'adresse. Et je suis retournée avec de l'argent et pour lui racheter ce cheval, pour le sauver, en fait. Et il m'a dit, ma per questo ti do uno molto meglio. Il a dit, en fait, oui, pour cet argent-là, je te donne un cheval beaucoup mieux. En fait, il n'avait pas c'est lui que il n'avait pas compris. Il n'avait pas du tout compris qu'en fait, je voulais sauver son animal. Et j'ai fait venir une ambulance équine de Paris qui est venue le lendemain, un 15 août, à Naples, récupérer le cheval. Et le vétérinaire m'a dit, il y a une grande chance qu'il ne va pas survivre le chemin jusqu'à cette clinique vétérinaire dans le nord de la France. Et Napoli, comme je l'ai appelé, a survécu. Il a survécu. Il a survécu. On l'a gardé pendant 3 ou 4 mois dans cette clinique. Et ensuite, je l'ai mis au pré avec d'autres chevaux que j'ai sauvés. Et j'ai les photos d'avant et après. Et c'était extraordinaire de voir comment il s'est rétabli. Oui. Est-ce qu'il vous a reconnu ? Non, parce que les chevaux ne sont pas comme des chiens. Les chevaux, ils ont une sensibilité. Je pense qu'avec un cavalier avec lesquels ils travaillent tous les jours. D'ailleurs, mon prochain projet est un livre sur un très grand cavalier allemand. Ces chevaux-là reconnaissent leur cavalier parce qu'ils ont une complicité journalière. C'est le contact. C'est tous la les façon jours. De mener, ouais. Voilà, c'est tous les jours ils sont avec cette personne. Ouais. Tandis que Napoli, non, il m'avait vu une fois au fond du gouffre en Italie. Et puis après, il m'a revu quelques mois plus tard quand je suis venue le chercher de la clinique. Entre-temps, j'avais des nouvelles, bien entendu, hebdomadaires du vétérinaire. Mais ça a été... j'aurais toujours voulu écrire un livre pour les enfants de cette histoire, un livre avec des dessins, parce que c'est très, très particulier d'avoir fait ça, et j'en suis très heureuse. Alors, et les animaux, enfin les oiseaux aussi. Hein, j'ai sauvé des tas d'oiseaux tombés du lit que j'ai dû nourrir au ver vivant. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, oui, parce que même les oisillons sans plumes, ils sont déjà nourris avec des vers. Donc, il faut avoir le courage d'acheter des vers, de les couper en deux et de les nourrir avec la pince à épiler dans leur bec. Ça, 50 par jour. C'est un travail de longue haleine. Mais pareil, après, la satisfaction est énorme quand ils commencent à grandir et à prendre de la force et qu'on puisse les relâcher. C'est quelque chose de magnifique. Est-ce que ça aussi, c'est dans votre ADN parce que on n'a pas parlé du mot, mais il y a une certaine philanthropie dans tout ce que vous faites, que ce soit les enfants à Bangkok, les oiseaux avec les vers, Napoli, il y a une certaine philanthropie. Enfin, c'est pas une certaine, c'est une philanthropie qui vous est propre.
Je pense que je suis quelqu'un, oui, probablement très... j'ai beaucoup d'empathie. Ouais. Et ce qui me rend heureux, c'est de donner et pas de recevoir. Et je pense que malheureusement, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que de donner est tellement plus beau et tellement une plus grande satisfaction que de recevoir. Aujourd'hui, on veut acquérir, on veut avoir quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus luxueux. Évidemment, je suis ici à Monaco, c'est un peu particulier de parler de ça, puisque c'est contradictoire avec beaucoup de personnes qui vivent ici et qui trouvent ça normal de pouvoir accéder à tout très facilement. Ou acquérir, voilà, tout très facilement. Mais bon, c'est toute la société aujourd'hui qui va malheureusement dans cette direction-là. J'essaie d'éduquer mon fils en lui apprenant l'empathie. Je l'ai amené à Bangkok 3 fois à l'orphelinat, pour qu'ils comprennent et qu'ils voient que place du Casino, les Ferrari rouges, c'est pas quelque chose de normal dans la... C'est plutôt exceptionnel. Exceptionnel, voilà. Ouais. Et quelle langue vous parlez avec lui ? Allemand, français, anglais, ça dépend. Lui aussi, il parle 3 langues ? 4. Espagnol aussi, son papa est espagnol. Ah bah voilà, il manquait l'espagnol dans la panneau. Est-ce que là, tout de suite, votre fils a déjà compris tout le travail que vous avez produit ? Oui, il connaît, puisque tout petit, il assistait aux séances de photos. Donc, il a rencontré aussi les fans de Formule 1. Et j'ai fait toute la campagne pour la sécurité routière sous la présidence de Jean Todt il y a quelques années. Avec des pilotes incroyables. Donc, il a eu la grande chance de les connaître, de les côtoyer, de se faire photographier avec eux. Oui, donc, il est tout à fait au courant du travail de sa mère depuis tout jeune, oui. Il y a quand même une question que j'ai envie de vous poser en vous écoutant. Est-ce que photographier un anonyme, c'est la même chose que photographier une célébrité ? Ah oui, complètement. Complètement, puisque c'est toujours assez drôle, parce qu'il y a certaines célébrités qui ont, je peux me permettre de dire ça en français, qui ont une grosse gueule, voilà, qui se sentent extrêmement sûrs d'eux-mêmes et qui tout d'un coup, surtout les hommes, je trouve, devant l'appareil photo, changent complètement et perdent un peu le contrôle de leur... l'arrogance diminue quand même. Voilà, exactement. Et ça me fait un plaisir énorme. J'adore prendre avantage de ça, oui, parce que du coup, j'arrive à capter quelque chose que peut-être on n'a pas réussi à capter avant. Ça, c'est sûr. Il y a quelque chose dans le regard, non ? C'est quoi ? C'est le regard, c'est le sourire. Qu'est-ce qui change dans ces moments-là ? Oui, c'est aussi moi, comment je les dirige, puisque quand je suis dans l'appareil photo, c'est moi qui suis aux commandes. C'est comme quand je tiens les rênes d'un cheval. J'ai entre mes jambes 500, 600 kilos. Et c'est quand même avec des rênes assez fines et avec des mains qui sont des mains assez fines, petites, voilà, que j'ai le contrôle. Et donc, je pense que ça reflète un peu ce que j'ai avec l'appareil photo. Finalement, je contrôle la personne pendant ces quelques instants qui me sont donnés. C'est moi qui suis aux rênes de la situation. Vous avez eu des moments où vous n'êtes pas arrivé à contrôler ? Non. Vraiment, c'est peut-être un peu arrogant de dire ça, mais franchement, non, parce qu'on s'habitue. On prend tellement confiance en soi. Je crois que la séance de photo qui a été pour moi celle où j'ai vraiment appris à demander ce que je voulais à n'importe qui, j'étais très très jeune, je devais avoir 21 ou 22 ans, j'ai fait le portrait de Luciano Pavarotti. La veille, il avait eu une standing ovation à l'Opéra de Naples. Et j'étais descendue dans le même hôtel que lui pour faire son portrait. C'était aussi pour un projet caritatif, pour une campagne contre le cancer. Et j'ai appelé le réceptionniste de l'hôtel et j'ai dit, voilà, j'ai rendez-vous avec Maestro Pavarotti pour une séance de photos. Est-ce que je pourrais parler avec son assistante? Et il m'a répondu sèchement, Maestro est seul maintenant à l'hôtel, son assistante est partie ce matin. Et là, j'ai réalisé que je devais donc prendre mon combiné et l'appeler moi-même. C'est ça. Et ça, c'était ce coup de téléphone. J'ai pris pas mal de temps pour le faire. Je me suis dit, je ne peux pas appeler la chambre de Pavarotti et de l'avoir au téléphone. Et j'ai dû le faire. Oui, parce qu'il y a des moments, c'est ça où le projet tombe à l'eau. Exactement. Et je pense que ce coup de téléphone a été une espèce de clé qui m'a ouvert beaucoup de portes. Parce qu'après avoir fait ça,
Surtout que je l'avais vu à l'opéra la veille, et la terre entière était venue l'applaudir à Naples, était debout. Et moi, finalement, j'étais toute seule dans ma pauvre chambre avec mon pauvre téléphone en l'appelant directement. Ça m'a appris beaucoup. En fait, si je vous suis, la vie de Vanessa, c'est un ensemble de paliers. Hein. Vous avez franchi des caps, alors avec le professeur, avec Pavarotti, avec les chevaux, avec les enfants, avec Lisa Marie Presley et l'éléphant. Il y a eu des moments où il y a eu des déclics comme ça. Hein. Oui, et puis notamment pour mon dernier projet sur Mare Terra, puisque c'est la première fois que j'ai photographié l'architecture. Alors oui, j'ai inclus... C'est encore autre chose. Hein. Ouais. J'ai inclus une mannequin dans chaque photo, puisque j'aime pas photographier quelque chose qui ne vit pas. Il doit y avoir toujours, pour moi, un animal ou un modèle ou un sujet dans la photo. C'est ça qui m'inspire, qui m'attire. Mais c'est vrai que c'était très important de comprendre cette architecture, faite quand même par un très, très grand architecte, Renzo Piano. Ouais. Et j'ai voulu donc respecter son travail en même temps et rendre la photo un peu à la façon de Vanessa. Donc ça a été un travail assez compliqué, oui. Finalement, il y a des moments où il faut quand même... Vous dites que c'est moi qui contrôle, mais il y a quand même des moments où il faut beaucoup vous adapter. Hein. Oui, ça c'est à l'extérieur, les problèmes de météo, surtout. Ouais. Cette année, ça a été... Enfin, l'année dernière, en 25, on a eu une météo assez spéciale ici. Et des photos que je voulais réaliser, j'ai dû les reporter parce que il n'y avait pas le temps que je voulais pour réaliser la photo. Aujourd'hui, ce qui est de plus compliqué, c'est la météo, et qui n'est pas du tout comme la météo d'il y a 10 ans. Non. Où on pouvait vraiment... Et c'est là on voit qu'il y a un problème de changement climatique, parce qu'on a eu un printemps extrêmement pluvieux, gris, avec une lumière blanche, ce qui est le pire. Alors, je préfère être en plein soleil ou avoir un ciel orageux, mais avoir cette lumière blanche qu'on a eue pendant des semaines et des semaines... Au printemps dernier, ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est des jours où il pleut pas, mais il fait pas beau. Voilà. Et ça, c'est pas normal. Et donc, quand on dit, on va faire cette et cette personne tel et tel mois à Monaco, aujourd'hui, non, on peut plus vraiment dépendre de la météo. Et là, on doit trouver une solution B. Oui. Alors, vous parlez de Monaco, vous en avez beaucoup parlé, vous dites j'ai grandi ici, le français c'est votre langue préférée. Est-ce que vous avez pour Monaco un attachement particulier ? Ou est-ce que c'est une ville comme d'autres dans le monde où vous aimez vivre ? Non, j'ai un attachement bien entendu particulier parce que c'est un grand village. Et oui, pour une personne comme moi qui a été élevée ici, on connaît les gens qui travaillent sur le marché, on connaît le pharmacien, on fait un coucou de la voiture quand on voit quelqu'un... qu'on connaît, et puis j'ai la grande chance de connaître le souverain depuis très longtemps, donc ça c'est un honneur extraordinaire pour moi de connaître le souverain d'un pays qui est quand même un pays fascinant et en même temps très petit et très facile à vivre quand on vit à Monaco comme je le fais moi. Mais beaucoup de personnes me demandent « Ah, mais Monaco », parce qu'ils voient toujours Monaco, place du Casino. Et ils ne se rendent pas compte que c'est très, très petit, ça, à la place du Casino, l'hôtel de Paris, le Casino. Pour nous qui vivons à Monaco, c'est vraiment une infime partie. Oui, et on l'évite d'ailleurs. On n'y va pas souvent. Voilà, exactement. C'est sûr. Ouais, le reste de Monaco est extraordinaire. On a donc quand même... des journées exceptionnelles, on a la mer, on a une sécurité formidable et puis on a une convivialité avec beaucoup de personnes qui est devenue difficile à avoir dans les grandes villes. Peut-être parce qu'il y a une sécurité aussi qui va avec. Vous parlez de la convivialité, mais en fait, dans Monaco, on peut se promener, on peut aller, venir. Votre fils qui a 14 ans, il est autonome, j'imagine. Ah oui, complètement. Et je suis très heureuse qu'il grandisse ici, bien entendu. Oui. Alors, on a parlé de beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? Alors, je ne sais pas si c'est à la photographe Vanessa, à la femme Vanessa, à l'artiste Vanessa. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant ? Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que vous me demanderiez en premier ? Je pense que ce que moi j'aimerais peut-être, c'est faire un autre livre avec des animaux. C'est quelque chose, après Mare Terra, qui était très architectural, c'est de faire quelque chose de plus spontané. Moins graphique. Voilà, moins graphique et d'attendre
plus qu'on me donne quelque chose. Et ça, c'est vraiment ce qui est fait en photographiant des animaux. Et donc là, je vais faire ce livre sur Marcus Ehning, qui est un des grands cavaliers mondiaux d'obstacles, qui est une légende pour beaucoup de personnes, qui est quelqu'un de très discret, d'une humilité absolument hallucinante, que j'admire beaucoup. Vous allez le suivre? Et là, j'ai commencé à le suivre. Je suis allée le photographier plusieurs fois chez lui en Allemagne, où il élève aussi ses chevaux. Ouais. Et c'est de nouveau une leçon, et je le dis toujours, mais c'est toujours la vérité, c'est que les personnes qui ont le plus de talent, qui sont le plus connues pour leur métier ou leur passion, sont souvent les personnes les plus humbles, les plus gentilles, les plus ponctuelles. Et c'est à chaque fois, je me dis, waouh, c'est une leçon. Je reprends toujours cette même leçon depuis le début de ma carrière. Finalement, le fameux Pavarotti que j'avais peur d'appeler et arriver dans le studio que j'avais préparé à l'hôtel avec une gentillesse incroyable. Ouais, parce qu'il vous avait dit oui. Oui, il m'avait dit oui. Et puis, en fait, comme Agnelli dans son avion. Il vous dit oui. Oui, ou une autre photo qui était assez incroyable, c'était Victoria Beckham, qui était à l'époque, quand je l'ai photographiée, c'était aussi pour un projet caritatif de Elton John pour sa fondation. Et elle m'avait demandé de venir la photographier à Londres pour ce projet. C'était des femmes photographes qui photographiaient des femmes. Et je l'ai photographiée nue, un nu caché, bien entendu. Et c'était l'époque où tout le monde parlait de Victoria et on avait une opinion un peu négative sur elle, pas très souriante. Et en fait, à la fin de la séance de photo, je me suis dit, voilà, c'est dommage parce que c'est une femme tellement adorable et j'ai réussi à la photographier avec un grand sourire. Comme quoi, les médias aussi donnent une étiquette à des personnes qui ne sont pas véridiques. Et en tant que photographe, on arrive quand même peut-être à passer cette étape, ce pas, et à montrer vraiment qui ils sont. Alors, vous êtes des traducteurs de vérité, en fait. Tout à fait. C'est une jolie façon de le dire, oui. On essaye, en tout cas. Merci beaucoup d'être venu nous voir et de nous avoir trouvé du temps. Merci beaucoup à vous. Et bonne chance pour le livre. Merci.